Et j'en Ils arrivent. profite un peu de faire une petite pause. Ils arrivent, ils arrivent. De toute façon, vous êtes grand, hein, donc c'est à vous de vous responsabiliser, hein. D'ailleurs, monsieur, j'avais une question au niveau des eutectiques, enfin de l'eutectique, du point Ouais. eutectique. On dit que c'est utile dans la soudure. C'est-à-dire, Parce que en ce point-là, tu vas avoir que un matériau qui est totalement fondu. ok, Voilà, bonjour. Donc en fait, quand tu vas, si tu as déjà fait un peu de soudure avec tu sais, le fil qui est très mou là, et donc ouais, j'ai jamais fait de soudure, donc le fil de soudure, c'est ce qui permet de faire la liaison entre ouais, tout à deux fait. matériaux. Ok, Ouais, sur un circuit imprimé, par exemple, en fait, tu as un fer à souder, tu as une pointe et tu as ton fil là qui est enroulé en bobine. Mhm. Limite, tu peux le broyer sous tes ongles. Et Ok, oui, tellement il est mou. Et en réalité, quand ton fer à souder va être chaud, bien suffisamment chaud, et ben, Mhm. tu vas l'approcher près de ton fil à souder, Mhm. tu vas avoir directement ton matériau qui va être entièrement liquide. Et, ok, et tu vas avoir surtout qu'une seule phase. Donc, tu vas avoir un matériau qui va être très propre, une soudure qui va être propre. Et au moment où ça va refroidir, de la même façon, tu auras un matériau qui sera avec une seule phase. ok. Voilà. Ok, et du coup, l'avantage en fait d'utiliser des alliages, c'est que on diminue la température Ouais, de fusion, c'est ça? tout à fait. Parce que Ok. si tu regardes mon écran, normalement j'ai Ouais. partagé mon écran, la température de fusion du plomb est à 327. Mhm. La température de l'étain est à 232 et ton eutectique, il est à 183. Ok. Donc, alors, tu vas trouver que c'est pas énorme. Tu gagnes 40 degrés, tu gagnes 140 degrés Sur le au plan, ouais. niveau du plomb, tu gagnes 40 degrés au niveau de l'étain, mais au niveau économique et au niveau d'une entreprise, ça peut valoir le coup. Voilà. Ok. D'accord. De pas être obligé de chauffer à des températures complètement dingues. Donc voilà. OK. Ok. Et donc tous les alliages ont un eutectique ou seulement certains? Non, ils ont pas tous c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ok. Je suis pas spécialiste, c'est une excellente question. D'accord. Je connais bien le plomb éteint parce que je fais le TP en cycle ingénieur. Mhm. En revanche, je ne connais pas tous les alliages, je ne connais pas tous les diagrammes binaires. Tu en as un, page 49 du poly, et tu vas voir qu'il est assez compliqué, celui du cuivre et de l'or. Ok. Mais non, c'est une. Ah oui, cuivre et or, il est compliqué, hein. Ok. Ouais, et encore, c'est pas le plus compliqué, hein. Donc, Ok. il y en a un encore, page 51, où tu as le cuivre et le Ah zinc. ouais, d'accord. Voilà, Ok. d'accord? Bon, D'accord. Et là, il y a pas de technique sur celui-là, par exemple. il y a d'autres phases. Ok. Il y a des péritectiques, il y a des petites choses un peu différentes. Mais D'accord. est-ce qu'il y a un eutectique, une phase eutectique à chaque fois? Il faut regarder, il faut regarder. Je connais Mhm. pas, je connais pas. Ok. Là, j'ai le plomb bismuth. Il doit y avoir un point eutectique. Il doit y avoir un point eutectique là à 56%. Il y a parce qu'un point péritectique, c'est où il y a un T. Ouais, on va voir ça après. Mais Ok. en fait, c'est une introduction, hein. Votre cours là, c'est une introduction au diagramme binaire au niveau des alliages. Donc, vous verrez ça si vous poursuivez. Moi, je sais que les diagrammes binaires, on aurait dû voir ça l'année dernière en solution, enfin en thermochimie, je crois. On n'avait Mm. pas, avec le confinement, tout ça, ça avait été un peu compliqué, on n'avait Ah, pas vu. d'accord, ok. Donc, Ouais, donc voilà, enfin, ça fait un peu un apprentissage pour nous aussi. d'accord, ok, de découvrir ça, quoi. C'est ça. Non, le point technique, je t'avoue que je préfère pas te dire de bêtises. Ok, Et pas de souci, hein. de
savoir s'il y en a un systématiquement. Après, je me dis que si on utilise quand même pour la soudure surtout Ouais. le zinc plomb, ça veut dire qu'il y a Non, quand même un avantage plomb éteint. Plomb éteint. Ouais, plomb éteint, oui, Plomb pardon. éteint. Mais il faut qu'il y ait une miscibilité, je pense, partielle des solides entre eux. Ok. Parce qu'il y a des matériaux qui ne sont pas miscibles entre eux. Donc, tu vas avoir des choses pas forcément. Je pense que la réponse est beaucoup plus compliquée que ça. Ça doit Ok. vraiment dépendre des types de matériaux. Donc, D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre ouais. réponse. En tout cas, j'étais pas forcément très clair là-dessus. Et voilà. Maintenant, c'est Merci. nickel. Merci. Bon, on est 69. Je pense que on va rester comme ça. Bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route. Merci d'être présents. C'est sympa. Parce que 69 sur 91, bah, c'est pas si mal. Ouais, je m'excuse encore à nouveau pour la façon de faire. C'est peut-être pas forcément l'idéal, mais bon, pas vraiment le choix. On s'était arrêté à la page 48. Nous avions terminé le plomb éteint. On va regarder le cuivre et l'or. Alors, l'alliage cuivre-or. Ensuite, on aura l'alliage cuivre et zinc, donc avec des diagrammes, comme j'expliquais à votre camarade, un peu plus compliqués. Et ensuite, le fer-carbone. Et nous aurons ensuite quelques aciers inoxydables et ça terminera le cours sur les métaux et les alliages. Et ensuite, il y aura les céramiques pour les 2 prochains cours. Voilà. Alors, juste 30 secondes. Théo, tu arrêtes, s'il te plaît? Excusez-moi, j'ai mes enfants à la maison, on est mercredi, c'est normal. Donc, l'alliage cuivre et or. Le cuivre et l'or sont miscibles en toute proportion et ils cristallisent sous la forme de structures désordonnées. Le cuivre et l'or est pris séparément. Il manque le prix. Cristallise pris séparément, il manque le pris séparément, cristallise sous la forme d'une maille cubique face centrée, donc CFC. Le paramètre de cette maille est A. Pour le cuivre, il est de 3,61 angstrom, et tandis que le paramètre A de la maille CFC de l'or, donc l'or c'est AU pour rappel, est de 4,08 angstrom. Le cuivre et l'or peuvent former des solutions solides de substitution parce que leur rayon est est très proche. Et donc, on peut remplacer des atomes de cuivre ou des atomes d'or par des atomes de cuivre ou par des atomes d'or. Donc, c'est pour ça qu'on a une substitution. Je vous rappelle que l'insertion, c'est quand il y a des petits espaces vides, donc créés par l'empilement compact, et on vient combler les espaces vides, qui sont des sites interstitiels. Et on avait vu ça pour les sites octaédriques et tétraédriques. Alors, ces alliages de cuivre et d'or, ayant des structures désordonnées, elles peuvent donner lieu à des structures ordonnées grâce à des recuits. Alors, le terme de recuit, il décrit un traitement thermique durant lequel la microstructure et les propriétés d'un matériau seront modifiées. Et le recuit est une technique souvent utilisée lorsqu'un métal précédemment écroui, donc pour rappel, écroui, c'est lorsqu'il est c'est une déformation plastique d'un métal qui se produit à une température inférieure à sa température de cristallisation et est rendu plus malléable par cristallisation. Donc, dans le cas de l'alliage cuivre et or, on a autant de cuivre, donc l'alliage cuivre-or, on a autant de cuivre que d'or. La structure, elle est désordonnée. On a un paramètre de maille A qui vaut 3,84 angstrom, donc on est entre le paramètre A du cuivre et celui de l'or qui est de 4,08. On est à 3,84. Donc en faisant un mélange
cuivre et or, on modifie légèrement le paramètre de maille et on augmente légèrement la structure. Et lorsque l'on réalise un recuit à 400 degrés C, suivi d'un refroidissement, on obtient une structure qui va être ordonnée, parce que pour rappel, la structure au départ, elle est désordonnée. Et on va obtenir une structure ordonnée de type tétragonale qui est représentée ici. Donc avec un paramètre de maille A qui va être de 3,97 angstroms et un paramètre C de 3,72 angstroms. Donc on va avoir nos atomes d'or, donc AU, qui sont en bleu. Si vous voyez mon schéma en dessous là, vous avez le paramètre vous avez les atomes d'or, je les ai mis en bleu, et les atomes de cuivre, je les ai mis en rouge. Donc, vous voyez que les atomes d'or, ils occupent les sommets de notre cube et deux faces, la face avant et la face arrière. Donc, la face avant ici et la face arrière ici. Est-ce que avec le zoom, ça va, vous voyez assez bien? Ouais. Oui. Ouais. Donc, pour l'or, pour rappel, on a toujours 8 fois 1/8. Donc, chaque atome au sommet compte pour 1/8. Et on a deux atomes d'or au milieu de deux faces. Donc, chaque face compte pour 2 cubes. Donc, on a 2 fois 1/2, on a 2 atomes d'or. Et pour le cuivre, les atomes de cuivre vont occuper les 4 dernières faces et on va avoir 2 atomes de cuivre. Dans le cas d'un mélange cuivre-or où on a Cu3AU, on peut voir ici qu'on a une structure cubique désordonnée dont le paramètre de maille vaut 3,756. De la même manière que précédemment, on peut réaliser un recuit. Alors lui, par contre, il est plus bas, à 225 degrés C, pendant 500 heures. Donc, pendant 500 heures, on va mettre notre matériau à 225 degrés C pour un recuit, et ensuite, on va le refroidir. Eh ben, ce recuit plus le refroidissement va ordonner votre structure. Les atomes vont se réordonner à longue distance et dans les trois dimensions de l'espace. Et on va avoir une maille cubique avec des paramètres de maille A de type qui vaut 3,751. Et si on augmente la température, à nouveau, on va redésordonner notre structure. Donc là, l'or va occuper les sommets et le cuivre va occuper les 6 faces de notre cube. Donc on a un atome d'or et 3 atomes de cuivre. On a ensuite, mince, à chaque fois avec le zoom, c'est pas pratique. Je vous ai présenté en dessous le diagramme de phase, diagramme d'équilibre du système cuivre-or. Donc pour rappel, on a la fraction molaire en abscisse et la température en ordonnée. Au niveau des fractions, on a 100% de cuivre à droite et 100% d'or à gauche. Vous voyez que ce diagramme est beaucoup plus complexe que les deux précédents, donc le plomb éteint et celui d'une miscibilité totale de l'état solide, page 44. Et on a au-dessus de 700 degrés, on a une phase cubique face centrée qui va être désordonnée. Et donc, dès qu'on va faire des recuits et des refroidissements, on va avoir des structures qui vont être ordonnées. Donc, on va avoir le système, l'alliage or-3 cuivre, or-cuivre, donc 1 pour 1. Là, on va avoir 3 pour 1. Et là, on va avoir 1 pour 3, l'or et le cuivre après 70% de cuivre.
Voilà. J'en dis pas plus sur celui-là. Donc l'alliage cuivre et or, le cuivre or correspond à de l'or dit 12 carats, sachant que l'or pur est dit 24 carats. Et que l'or qu'on achète généralement en joaillerie, il contient 75% d'or et 25% de cuivre. D'accord? Donc, juste comme nous l'avons vu précédemment dans le cours, le cuivre cristallise dans une maille de type cubique face centrée, tandis qu'on va voir maintenant c'est pas l'alliage cuivre-or, c'est cuivre-zinc, pardon, excusez-moi. J'ai fait du copier-coller et c'est pas 1, c'est petit 2. Désolé pour les coquilles. Je suis navré. C'est donc là, vous barrez or ici et vous remplacez par zinc. Comme nous l'avons vu précédemment dans le cours, le cuivre cristallise dans une maille de type cubique face centrée, tandis que le zinc il cristallise dans une maille de type hexagonale compacte. Donc vous avez les deux représentations ici à gauche et à droite de la maille CFC du cuivre et de la maille HC du zinc. Le cuivre à l'état pur est principalement utilisé dans les applications permettant d'exploiter ses propriétés de haute conductivité électrique. On s'en sert comme fil pour conduire l'électricité. On peut également utiliser le cuivre dans la formation d'alliages, tels que les laitons, qui sont un système cuivre-zinc. Et l'ajout de zinc, qui est une impureté dite de substitution, parce que pareil, le cuivre et le zinc ont un rayon qui est très proche, donc on va faire une substitution et pas une insertion. Il permet d'augmenter la résistance mécanique et la dureté du cuivre. Le cuivre, si vous en avez déjà utilisé, c'est très malléable et c'est assez mou. Et le fait de rajouter du zinc, on va augmenter la dureté du cuivre. Mais dans le même temps, cet ajout va diminuer la densité et la conductivité thermique de notre cuivre. Et la couleur du laiton est généralement jaune et peut être parfois rouge. Donc les laitons, ils présentent également de très bonnes résistances à la corrosion dans différents milieux. Et cette corrosion peut être améliorée par ajout d'étain. Donc on va faire un alliage cuivre avec 29% de zinc et 1% d'étain. Le reste, c'est du cuivre. On peut aussi remplacer l'étain par de l'aluminium pour faire un alliage cuivre, zinc et aluminium. Et ce dernier-là, à cause de sa bonne résistance à la corrosion, il est utilisé dans construction navale. D'accord ? Et je vous présente page 51. Donc 51, voilà, le diagramme de phase du système cuivre-zinc. Donc vous pouvez voir qu'il est encore plus complexe même que les trois autres précédents. Vous le voyez tous, c'est bon? C'est assez grand? Ouais. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, je vais présenter 10 points. J'ai gardé 10 points parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et je n'ai gardé que 10 points que moi j'ai trouvé importants à vous présenter sur ce diagramme-là. C'est pas à prendre par cœur, d'accord. On fera au niveau des TD, donc le TD3, c'est un TD qui va être en salle informatique et on fera Daimon. On utilisera Daimon pour reconstruire des structures cristallographiques. Et le TD2 et le TD4, il y aura un ou deux exercices, je pense, sur les diagrammes, donc comme ça pour s'entraîner. Et on continuera à faire des exercices sur les mailles et sur les sites octaédriques et tétraédriques. Voilà pour le programme. Donc, les 10 points sont les suivants. Donc, on peut voir que le diagramme de phase du système cuivre-zinc est un exemple de diagramme qui est appelé péritectique. En effet, un péritectique, donc j'ai mis ça en gras, est un mélange de deux corps purs
dans des proportions définies et fondant de manière particulière. On peut voir qu'il y a décomposition en un liquide et en un solide. Et le nouveau solide sera une phase différente de celle du péritectique. On pourra voir qu'il y a 3 phases à l'équilibre. Vous allez voir pourquoi après. On peut observer une réaction péritectique à 600 degrés, juste avant la teneur de 80. Alors, quand on est à 80% en zinc, ici, on trace une verticale, d'accord? Et vous voyez qu'ici, à 600 degrés, on a ici un point qui est un peu particulier, un point qui ressemble quasiment à un T, d'accord? Tout le monde le voit? C'est bon? Oui. Ouais, d'accord. Donc, juste avant 80% en zinc, on a un point qui forme un T. Voilà. Et en ce point, le système va se composer, donc on était juste avant 80%, on est à 78,6% en masse de zinc, et le reste, c'est 21,4% en cuivre. 100% de zinc à droite et 100% de cuivre à gauche. Et on aura ici la réaction delta, donc la phase delta plus le liquide, qui donne une phase qui va être epsilon. Alors, quand on va vers la gauche, dans le sens gauche vers la droite de mon équilibre, alors, je descends tout juste, pardon, ici, je souligne en bleu ici, d'accord? Vous voyez ma réaction, phase delta plus le liquide donne une phase epsilon. Ouais, c'est bon? Oui. C'est un équilibre. Et ben, quand l'équilibre, je vais du sens gauche vers la droite, on va avoir un refroidissement. Donc, je vais vous le montrer après. Et quand je vais de epsilon à delta plus le liquide, j'ai un chauffage. Et ça se caractérise au niveau de votre diagramme. Vous voyez qu'ici, dans cette zone-là, on a delta plus la phase delta plus une phase liquide. Et par refroidissement, on obtient une phase qui est epsilon, que j'entoure là avec ma croix. C'est bon? Vous voyez bien qu'on descend en température. Ici, on est à 600 degrés. Et en refroidissant, on obtient la phase epsilon qui est ici, au point T qui est ici. D'accord? C'est bon? Et par chauffage de la phase epsilon ici, on a delta plus la phase liquide. Ça va? Oui. Donc, le diagramme de phase, il présente également un autre point intéressant à 560. Donc, 560, on est juste en dessous. Voilà. Alors, si ça ne saute pas, voilà, on est là, 560. Je vous ai marqué les températures en orange. Ouais, en orange, moi, vous pouvez les fluoter si vous voulez. Où le système se compose de 74% en masse, ici, donc le point qui est ici, le T qui est à l'envers, 75% en masse de zinc et 26% en masse de cuivre. Au cours du refroidissement, la phase solide delta, qui est ici, va se transformer en 2 autres phases solides, gamma plus epsilon. D'accord? Donc la phase delta ici, qui est ici, au-dessus de 560 degrés, c'est, eh ben, par refroidissement, donc on abaisse la température. En abaissant la température en dessous de 560 degrés, pof, on est dans 2 autres phases solides, gamma et epsilon. C'est bon? Et au cours du refroidissement, donc la phase solide delta, elle va se transformer en 2 autres phases solides, donc gamma plus epsilon. Et selon la réaction qui vous est présentée ici, delta donne gamma plus epsilon. Et de la même façon, dans le sens gauche vers la droite, vous avez le refroidissement. Et dans le sens droite vers gauche, vous avez le chauffage. Et bien, ce point qui est ici, le point qui est ici, c'est le point eutectique. C'est le point eutectique de notre du diagramme cuivre-zinc. D'accord? Monsieur, Oui.
Je comprends pas trop le sens gauche vers droite et sens droite vers gauche. La... J'ai écrit un équilibre. J'ai pas mis une flèche totale. Tu es Ah, d'accord? vous parlez de la réaction. J'étais sur le schéma en fait, du Ah coup. non, non, c'est vraiment là parce que si j'avais juste mis refroidissement et chauffage entre parenthèses, ça n'aurait pas été très clair. D'accord. Non, Donc en fait, ton équilibre, là, tu vois qu'il y a une flèche qui va de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Eh ben, il y en a le premier, c'est refroidissement. Mais tout simplement, ça suit tout, la simple, température. tout simplement, si tu reprends même ton schéma, tu vois bien que la réaction delta donne gamma plus epsilon. Eh ben, tu vois bien qu'il y a un refroidissement quand tu passes de delta au-dessus de 560 degrés à gamma plus epsilon. Eh ben, on est en dessous de 560. D'accord? Toute la zone 200 degrés jusqu'à 560 degrés. Donc, on a fait un refroidissement. C'est bon? Oui, merci beaucoup. D'accord? Monsieur, Oui? est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce qu'il est le point eutectique, s'il vous plaît? C'est le T à l'envers. C'est celui-là, là. Ok, merci. C'est le petit. Alors, mince. C'est le point où il y a ma croix. Alors, attends, j'ai essayé d'augmenter encore le zoom. Non, mais du coup, c'est bon, j'ai vu, merci. Merci Voilà, beaucoup. il est là. Et le point péritectique, il est juste en diagonale. Il est là. C'est un point qui forme comme un T. D'accord? C'est bon pour toi? Oui, merci. Alors, je vais juste diminuer encore un tout petit peu. Voilà. Ensuite, quand vous observez le diagramme, on peut également observer la présence de 6 solutions solides. On a 2 solutions solides dites terminales, les phases alpha et la phase eta. D'accord? Et on a, je pense que j'ai oublié de noter la phase eta. Je sais pas, 30 secondes. Euh, 30 secondes. Je ne l'ai pas sous les yeux. Non, non, c'est bon. Et on a 4 solutions solides dites intermédiaires que sont la phase bêta, gamma, bêta, alors bêta, ici, mince, bêta, gamma, delta, ici, et epsilon. D'accord? Dans les alliages de cuivre et de zinc, et que l'on appelle laiton, la teneur en zinc, elle peut varier, mais elle n'excède pas en général les 40% de zinc. Pas plus de 40% de zinc. Au-delà de 42% en zinc, les alliages sont trop fragiles et ils n'ont pas d'utilisation commerciale. Jusqu'à 35% de zinc, les alliages sont monophasés et possèdent des propriétés de ductilité et démontrent une certaine aptitude à la déformation à froid. Au-delà de 35% en zinc, toujours, on a une phase bêta, la phase bêta qui est ici, et qui apparaît dans la maille, dont la maille est de type cubique centré. Et ces alliages voient leur dureté augmenter, tandis que leur ductilité à froid est faible. Et pour rappel, la ductilité, vous avez la définition, page 11 de votre poly, et c'est une propriété mécanique et c'est sur la déformation plastique à la rupture. Donc c'est la déformation avant rupture. On peut allonger, 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 mais à un moment donné, on va avoir une rupture et c'est la ductilité, c'est cette propriété. Et donc, au-delà de 35%, leur ductilité à froid est faible, mais présente une excellente déformabilité à chaud grâce à la plasticité de la phase bêta à haute température. On peut voir qu'on va jusqu'à quasiment 900 degrés, de 450 à 900 degrés pour la phase bêta. À haute température et à des teneurs en zinc plus élevées,
la phase notée bêta possède une maille de type cubique centré. Alors, non, pardon, j'ai sauté une ligne. Jusqu'à 39% de zinc. Donc, 39% de zinc, on est où il y a ma croix ici. Une solution solide se forme entre le zinc et le cuivre à 454 degrés C, le orange qui est ici. Et cette solution solide notée alpha, qui est la phase stable, a une maille de type cubique face centrée. Et la maille cubique face centrée, c'est la figure de gauche que vous avez juste en dessous, page 52. Si vous allez page 52, voilà. Là, vous avez une maille, vous avez une phase ici qui comprend du cuivre et du zinc. Et on ne peut pas distinguer vraiment où sont les cuivres et où sont les zincs au niveau de la répartition. On a les atomes de cuivre et les atomes de zinc, vu qu'ils sont, de la même, quasiment de la même taille, on n'est pas capable de savoir exactement où ils sont placés. En revanche, cette phase, voilà. Donc à haute température et à des teneurs en zinc plus élevées, la phase notée bêta possède une maille de type cubique centré, CC, et c'est la figure de droite, en revanche, là, ici. Et cette phase bêta se transforme en dessous de 460 degrés en une phase bêta prime, qui est une phase ordonnée. Donc vous avez bêta, et juste en dessous, vous avez bêta prime. D'accord ? À des teneurs en zinc qui dépassent les 50%, donc on est dans toute cette zone ici, on observe alors la formation d'une phase gamma, qui est ici, qui est très fragile, comme la phase bêta prime. Voilà. On a une solution solide qui est ordonnée dans laquelle les atomes de cuivre et de zinc observent un arrangement précis et ordonné dans chaque maille élémentaire. Et comme on peut l'observer sur le diagramme de phase, il existe des leptons alpha qui sont monophasés et des leptons qui sont biphasés, comme le alpha bêta prime par exemple qui est ici. Là, on est biphasé avec 40% de zinc. D'accord ? Bêta prime plus gamma, c'est aussi du laiton qui est biphasé. Il existe dans la vie de tous les jours d'autres alliages du cuivre et qu'on appelle des bronzes et qui sont des alliages composés de cuivre et de plusieurs autres éléments comme l'étain, l'aluminium, le silicium et le nickel. Par exemple, si vous mettez 30% de nickel, on va faire des alliages qui seront utilisés pour des condensateurs et comme échangeurs de chaleur dans les canalisations en eau salée, par exemple. Si on ajoute avec le cuivre de l'étain et du phosphore, on peut faire des ressorts, des baguettes de soudage et des disques d'embrayage. Si on mélange du cuivre, de l'étain et du zinc, on peut faire des raccords de tuyauterie à vapeur et des engrenages. Et en ajoutant du fer et de l'aluminium, on peut faire des vis sans fin et des crochets pour découpage. Donc, voilà. Donc, Monsieur, j'ai une question à propos du diagramme. oui. C'est-à-dire qu'au niveau à l'endroit où c'est presque 100% de Zn, il y a une phase zeta et c'est quoi? C'est une phase c'est une autre terminale phase ou intermédiaire? C'est une autre phase. C'est une phase terminale, mais elle est beaucoup moins importante et beaucoup moins intéressante. On est quasiment à 100% on est quasiment à 100% de zinc dans cette zone. D'accord? D'accord, merci. Donc on n'est plus vraiment, on est toujours dans un alliage, mais c'est pas la phase. Dès qu'on dépasse une certaine zone, ces alliages-là ne sont plus très utiles. Donc elle a été observée, elle a été caractérisée, mais voilà, elle a été notée zeta. D'accord? D'accord, merci. Il faut savoir qu'en fonction des alliages que l'on a, tous les alliages, par exemple du cuivre-zinc, sont intéressants. Il peut y en avoir qu'une certaine partie qui est intéressante, mais des chercheurs ont étudié
l'ensemble de la fraction massique en zinc, par exemple. Ils ont démarré avec du cuivre et ils ont ajouté du zinc progressivement. Et ils ont observé toutes ces phases-là à différentes températures et tout. Mais donc la zeta, j'en ai pas parlé parce qu'elle n'est pas plus intéressante que ça. J'ai vraiment sélectionné les 10 points que moi je trouvais les plus importants dans ce truc-là. Et voilà. Si vous continuez plus tard, vous le reverrez peut-être, mais voilà. Au niveau des... on va voir l'alliage fer-carbone. Et les alliages fer-carbone, ce sont les aciers et les fontes, qui sont aussi très intéressants dans la vie de tous les jours. Donc, un acier, la définition la plus simple d'un acier est que celui-ci est un alliage ferreux, donc à base de fer. Donc, le fer va être notre élément hôte et le carbone va être le principal élément constitutif. Donc, ça va être notre principal élément d'alliage. Et il existe beaucoup d'aciers, différents aciers. J'en ai sélectionné quelques-uns. On a sélectionné 2, que sont les aciers inoxydables et les aciers dits alliés. Ensuite, il y aura la définition de la fonte et quelques exemples de fonte. Et ensuite, on verra le diagramme fer-carbone, qui lui aussi est assez compliqué. Donc, les aciers inoxydables... Oui, je t'écoute. Je n'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, c'est quelqu'un qui veut activer son micro là. Ouais, il y a quelqu'un qui a voulu parler, donc je ne sais pas. Attention. Non, rien, désolé. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Les aciers dits inoxydables. Dans ces aciers, l'élément d'alliage principal va être le chrome. On va ajouter du chrome également et dont la concentration doit être au minimum de 11% et auquel on peut également ajouter du nickel, du molybdène. Donc, on va avoir du fer, carbone, chrome, ou fer, carbone, chrome, nickel, fer, carbone, chrome, molybdène. Ces aciers présentent une excellente résistance aux différents agents corrosifs. L'acier inoxydable, c'est ce qu'on met dehors parce que ça tient tous les temps et on peut mettre ça sur des bateaux également. On a les aciers dits alliés. Alors, c'est des aciers ferreux, donc toujours à base de fer, et qui contiennent en quantité notable d'autres éléments que le carbone et que des résidus de manganèse, de silicium, de soufre ou de phosphore. Et ces éléments d'alliage, ils conduisent à la formation de matériaux présentant des propriétés mécaniques plus intéressantes. On augmente également la résistance à la corrosion et les aciers inoxydables sont des aciers qui sont fortement alliés parce qu'on ajoute pas mal de petits autres éléments pour maximiser les propriétés mécaniques et propriétés chimiques de ces aciers. La fonte. Donc la fonte est un alliage toujours de fer et de carbone, mais dont la teneur en carbone dépasse la solubilité maximale du carbone dans l'austénite, qui est le fer gamma, dont la maille est de type cubique face centrée, donc à la température eutectique. La majorité des fontes contiennent entre 3 et 4,5% en masse de carbone et entre 1 et 3% en masse de silicium. Comme pour les aciers, il existe différents types de fontes. Donc, il y a la fonte blanche, par exemple. Dans ce type de fonte qui contient peu de silicium, le carbone va former de la cémentite. La cémentite, c'est un carbure de fer, donc Fe3C, et en se combinant avec le fer. Cette fonte, elle est fragile et on observe une coloration blanche à la surface de rupture. Donc, quand vous allez jusqu'à la rupture de votre fonte, ça va blanchir. Elle va être blanche à cet endroit-là. Et la fonte blanche contenant de grandes quantités de cémentite est extrêmement dure, mais elle devient alors très fragile. Et elle est quasiment impossible à usiner. L'usinage, pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mise en forme de pièces
On fait ça avec des appareils qu'on appelle des commandes numériques. Et vous mettez votre appareil votre bloc dans un appareil et vous demandez à l'appareil de vous créer une pièce. Par exemple, si vous voulez créer une pièce d'échec en fonte, eh ben, il va falloir l'usiner pour la mettre. Si vous voulez faire votre roi ou votre reine en fonte, elle a différentes formes, eh ben, il va falloir l'usiner. Pour l'usiner, on utilise d'autres matériaux d'alliage qui, eux, vont être très, très résistants et qui vont venir couper, raboter et enlever de la matière de votre bloc de fonte. D'accord. Donc, c'est ça l'usinage. Et on a en figure 50, donc figure 50, c'est page 54, vous avez une micrographie optique, donc une photo par microscope d'une fonte blanche. Et vous pouvez observer, alors moi je vais vous la montrer, alors elle est juste là, c'est celle qui est ici à l'écran, et vous pouvez voir sur cette micrographie qu'il y a des zones qui sont assez pâles et qui sont de la cémentite, donc le carbure de fer, et qui va être entouré de perlite, donc qui est un autre acier, qui est l'acier eutectoïde, et qui est constitué d'une alternance de couches et de lamelles de deux phases, qui est des phases alpha et des phases de carbure de fer. Donc toutes les autres parties grisâtres, un peu noires, par exemple, eh ben, c'est votre perlite. Et votre perlite, c'est un mélange donc, de phase alpha, donc la phase alpha du fer et de carbure de fer. Voilà. Et pour rappel, la perlite, c'est de la ferrite, donc de la fer alpha, et de la cémentite, carbure de fer. On va voir ça après dans le diagramme de phase. La fonte blanche, elle est très souvent utilisée comme intermédiaire pour la fabrication de fontes malléables. Cette fonte est obtenue par chauffage prolongé de fonte blanche dans une atmosphère neutre et à une température comprise entre 800 et 900 degrés C. La cémentite, donc votre carbure de fer, est alors décomposée en graphite qui se trouve sous forme de grappe, et pas qui se trouve sous forme de grappe ou de rosette. Donc ça, c'est la page 50, la micrographie 51 là, que vous avez ici, insérée dans une matrice de ferrite ou de perlite. Et cette fonte, elle est particulièrement utilisée en marine, dans la marine, dans les chemins de fer, l'automobile et dans bien d'autres domaines. On a aussi la fonte grise, donc la fonte grise avec la micrographie qui va avec, juste en dessous. Cette fonte, elle contient du silicium et du carbone. Et le carbone, il est sous forme graphite et lamellaire. Donc, ce sont des lamelles, ce sont des feuilles. Plus exactement, les teneurs en carbone et en silicium varient respectivement entre 2,5 et 4% en masse, et entre 1, donc ça c'est pour le carbone, et entre 1% et 3% de silicium. Cette fonte, elle présente une faiblesse et une fragilité à la traction. Donc, si vous étirez, vous pouvez très facilement casser. Les fontes grises sont très largement fabriquées et utilisées comme socle pour les équipements et les machines lourdes qui subissent des vibrations. Par exemple, vous faites de la fonte grise, vous positionnez par exemple dessus je ne sais pas si vous avez vu en salle de TPB, un diffractomètre par exemple à rayons X. Vous en avez déjà vu un? Non, jamais. Non. Non. C'est comme aussi la RMN, c'est pareil. Il faut que vous positionnez votre RMN sur votre diffraction des rayons, votre diffractomètre sur un socle qui lui ne va pas bouger. Si par exemple vous venez à plusieurs à côté, bah, quand vous marchez, vous faites des vibrations. Si vous faites des vibrations et que vous n'avez pas de socle, votre appareillage il va bouger. Votre diffractomètre qui est calé précisément
eh ben, il va bouger, la fenêtre de mesure va bouger, le faisceau des rayons X va bouger également. Donc, vous allez perturber vos mesures. Donc, pour ça, on doit positionner ces appareils-là sur quelque chose qui ne bouge pas et qui est lourd. Et généralement, ça peut être de la fonte grise. D'accord? Et la fonte grise, elle a une excellente efficacité à amortir l'énergie de vibration. Et on peut observer sur la micrographie, en gris foncé, c'est les flocons, des flocons de graphite qui sont insérés dans une matrice de ferrite. Donc là, vous avez vos flocons en noir, comme des flocons, de graphite. Et la partie blanche, ça va être votre matrice de ferrite. Et la ferrite, comme je vous l'ai dit avant, c'est du fer alpha. D'accord? On va avoir aussi la fonte ductile. Alors, la fonte grise. La fonte ductile qui est ici, qui est une très jolie photo. On a ici du silicium et du magnésium ou du cérium. Le cérium, pour rappel, c'est une terre rare, un lantanide. Et du silicium, du magnésium ou du cérium en faible concentration, pas en fait, en faible concentration, qui sont ajoutés à la fonte grise. Donc, on prépare de la fonte grise et on va ajouter du magnésium ou du cérium. Le carbone, il est toujours sous forme de graphite libre qui forme des nodules. Et les nodules, c'est les petites sphères que vous avez ici gris foncé, plutôt qu'en flocon. Dans la fonte grise, notre graphite, il était plutôt en flocon, en truc un peu, on a l'impression que ça va être souple. Et ici, le graphite, il va être plutôt en nodule. Donc, ça va être des sphères. Et c'est pour ça qu'on appelle cette fonte de la fonte nodulaire. On peut réaliser un traitement thermique à 700 degrés pendant plusieurs heures sur une pièce brute. Ça permet ainsi d'obtenir des pièces moulées plus résistantes et plus ductiles. Et la fonte ductile est particulièrement utilisée pour les pièces d'engrenage, les pièces d'automobile et la robinetterie. Et on peut observer sur la micrographie optique ci-dessous, en gris foncé, les nodules ou les sphères ou les formes sphéroïdales. Et le graphite qui est inséré dans une matrice de ferrite. La ferrite, c'est votre partie blanche, gris très clair. C'est bon pour vous? Ouais. Oui? Non? Oui, peut-être? Oui, c'est bon. Alors, on va étudier, c'est pareil. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur les diagrammes de phase. Hein, d'accord? Juste au niveau des diagrammes de phase, quand même d'être capable de lire le diagramme de phase, page 39. Celui sur la miscibilité totale à l'état solide. Donc avec le liquide, la phase liquide, la phase solide, la phase liquide-solide qui est entre les deux, entre le liquidus et le solidus, et ces petites choses-là, d'accord? Être capable quand même de retrouver, par exemple, sur le plomb éteint, la phase liquide qui est au-dessus, avec d'autres phases en dessous. Mais je ne vous demande pas d'apprendre que alpha va être avant 18%, que bêta va être après 97%, etc. Ça, je ne vous demande pas, d'accord? Ouais, c'est de la lecture de graphique, quoi. Ouais, de la lecture de graphite, mais je ne vous demande pas, c'est pareil, je ne vous demande pas pour le cuivre et le zinc de me retrouver la phase gamma. Si je vous donne un diagramme nu, donc sans rien du tout, je ne vous demande pas de me positionner alpha plus liquide, bêta plus liquide, je ne vous demande pas ça. Hein. D'accord? Ok. Par contre, peut-être être capable de retrouver le point péritectique à 600 degrés ou le point eutectique à 560. Bon, ça, c'est des choses que l'on peut quand même vous demander, je pense. D'accord? Ok. Ça me paraît important. Après, je ne vous demande pas de me donner précisément les choses. Alors, vous avez le diagramme du fer carbone qui est page 56. D'accord? Juste derrière. On a cours jusqu'à 30, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc, le diagramme de phase présenté page suivante, il représente en réalité qu'une petite partie du diagramme de phase du système fer-carbone. Vous pouvez voir que ce diagramme de phase, il s'arrête à 6,7% en carbone. D'accord? Il va de 0 et j'ai représenté la teneur en carbone et il s'arrête à 6,7% en carbone. En fait, en réalité, toute la partie entre 6,7% et 100%, c'est quasiment la continuité du liquidus et du solidus. Il ne se passe rien d'autre. Il n'y a pas de petites choses à apparaître ou quoi que ce soit, c'est juste une grande courbe de liquidus et un grand trait de solidus. D'accord? C'est tout ce qu'il y a. Donc la partie la plus importante du fer carbone, c'est vraiment la zone là, 0, 6,7% en carbone. Et parce qu'en fait, la partie que je vous présente, page 56, et on peut voir que c'est la sémantite. Donc la sémantite, c'est du carbure de fer, du Fe3C, qui est la phase stable. Vous pouvez voir que en dessous de 1147 degrés et 727 degrés, on a un peu partout de la sémantite. D'accord. Le diagramme intégral du système fer-carbone est quasiment identique, mais dans celui-ci, c'est le graphite qui est la phase stable. On étudiera ici la partie du diagramme entre 0 et 6,7% en masse de carbone. C'est la partie qui est riche en fer. Plutôt que, on va étudier la partie qui est riche en fer, vu qu'on a un alliage de fer dans lequel on vient mettre du carbone. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même le fer. Et dans la pratique, les aciers et les fontes possèdent une teneur en carbone qui est inférieure à 6,7% en masse de carbone. Donc, un peu de vocabulaire. La ferrite, c'est du fer alpha, c'est la phase alpha du fer, qui cristallise dans une maille cubique centrée. L'austénite, qui est le fer gamma, donc la phase gamma, cristallise dans une maille cubique face centrée. La sémantite, ça va être du carbure de fer, Fe3C. L'édéburite, c'est un composé eutectique, d'accord, du fer carbone, qui est composé d'austénite, donc de fer gamma, et de sémantite. Il manque le et. D'austénite et de sémantite. Donc l'édéburite, c'est un composé eutectique, c'est le nom de ce composé eutectique, et on va avoir du fer gamma plus de la sémantite, donc plus du carbure de fer Fe3C. La perlite, c'est pareil, c'est un autre eutectique, et lui contient par contre de la ferrite, donc le fer alpha, plus du carbure de fer, Fe3C. Et un composé ou une phase qui est eutectoïde, ça veut dire qu'elle est antérieure à l'eutectoïde, ça veut dire qu'elle est avant l'eutectique. Donc, je vais mettre à l'écran le diagramme avec de la couleur. Moi, je suis désolé, j'ai la version colorée du diagramme fer-carbone et plus précisément du fer carbure de fer. Donc, vu qu'on est jusqu'à 6,7% et que l'on a la sémantite qui est ici, sémantite aussi ici, sémantite ici, sémantite ici, sémantite, et jusqu'à la sémantite ici, qui est notre phase stable jusqu'à 6,7%. Donc, à température ambiante, la ferrite, qui est fer alpha, est la phase stable. La ferrite alpha, vous la voyez bien, elle est ici, d'accord? Notre ferrite alpha. Elle subit une transformation dite polymorphe. Et polymorphe, vous avez dû voir ça, je pense, avec Madame Geftik. C'est différentes. Un polymorphe, c'est un composé qui possède plusieurs structures cristallines différentes.
Par exemple, le carbone, par exemple, le carbone diamant est un polymorphe du carbone, d'accord? Tout comme le carbone graphite. C'est bon pour vous, ça? Oui. Donc, il va observer une transformation qui dit polymorphe. Et là, le fer va passer d'une maille cubique centrée à une maille cubique face centrée à 912 degrés C pour devenir de l'austénite ou du fer gamma. Donc, on a le fer alpha ici, qui est à température ambiante, et il va subir au-dessus de 912 degrés, c'est une transformation polymorphe, et on va avoir du fer gamma de type austénite. D'accord? On conserve l'austénite jusqu'à 1394 degrés C, que vous avez ici. Et on a ensuite une autre transformation. On passe de l'austénite à la ferrite delta. La ferrite delta, c'est la petite zone triangulaire qui est ici, jusqu'à 1538 degrés C. À 1538 degrés C, on a une phase liquide, on a notre ferrite delta qui va fondre, d'accord? Vu qu'on est au-dessus du liquidus, on va ici fondre, d'accord? Donc, on a notre phase ferrite alpha, cubique centrée. On passe à de l'austénite cubique face centrée, qui est la phase gamma, donc entre 912 et 1394 degrés. Ensuite, on a ici, donc là, c'est vraiment la partie fer à zéro, hein, d'accord? On est à 100% de fer ici, d'accord? 100% de fer. Donc, le fer delta qui est dans la petite partie triangulaire qui est ici, qui cristallise aussi dans une maille cubique centrée, mais qui n'existe qu'à haute température, donc entre 1394 et 1538. C'est pour ça qu'elle est appelée delta et qu'on n'appelle pas ça la ferrite alpha, parce qu'elles n'ont pas les mêmes intervalles de température. Et au-dessus de 1538 degrés C, on commence à fondre notre ferrite delta. C'est bon pour vous, ça? Ouais? Ouais. On peut observer sur l'axe de droite des ordonnées, ici, cet axe se termine à une teneur en carbone de 6,7% en masse. Et à cette teneur, il y a formation de cémentite ou carbure de fer Fe3C. D'accord? Pour information, quand on a 6,7% de carbone, ici, en réalité, pas en réalité, ça correspond à 100% de cémentite. D'accord? Donc là, notre axe des abscisses, il est en pourcentage de carbone. D'accord? Mais à 6,7%, on a notre cémentite et les 6,7% ici correspondent à 100% de cémentite. C'est bon pour vous? Ouais. Oui. Le carbone, pour rappel, le carbone est plus petit que le fer. Donc le carbone est une impureté interstitielle dans le fer. Donc ça va former une solution solide d'insertion et pas une solution solide de substitution. Donc le fer, là, il est plus petit. Le carbone, il est plus petit, donc il va venir combler les espaces vides du fer. Et il forme une solution solide, donc une phase homogène contenant deux ou plusieurs espèces chimiques, avec les ferrites alpha et les ferrites delta, et avec l'austénite. La solubilité maximale du carbone dans l'austénite, elle est de 2,14%. Vous voyez qu'ici, on a l'austénite, on a le pourcentage du carbone qui croît de la gauche vers la droite, et on voit que notre carbone, on peut le dissoudre on peut le solubiliser dans l'austénite jusqu'à 2,14%, qui est ici. C'est bon pour vous?
Donc, la ferrite alpha et la ferrite delta sont quasiment identiques et ne diffèrent que par leur intervalle de température de stabilité. C'est ce que je vous ai dit avant. La ferrite alpha, elle existe de la température ambiante jusqu'à 912 degrés C. Et la ferrite delta, elle existe entre 1394 et 1538 degrés C. C'est bon pour vous jusque-là? Ouais. Oui? Non? Vous êtes toujours là? Bon. Oui, c'est bon. On peut observer un point eutectique à 4,3% ici, que j'entoure avec ma flèche, à la température de 1147 degrés C. On a une réaction liquide en équilibre, donne gamma plus carbure de fer. Il y a solidification du liquide en deux phases solides, d'austénite et de cémentite. Donc, on a austénite et cémentite, toujours sens gauche, refroidissement, et le sens vers la droite, c'est toujours notre chauffage. D'accord? On peut observer aussi un point d'invariance eutectoïde à, ici, 0,76% en carbone. Donc, on a, c'est pas vraiment à l'échelle, on a 0,76% en carbone ici. On appelle ça un point d'invariance eutectoïde parce qu'on n'a pas la phase ici liquide et ensuite avec deux solides. Là, on est que avec des solides ici. Et à la température de 727 degrés C. Et ici, on a une réaction, par contre, gamma, d'accord, la phase gamma, qui va donner, donc je l'ai écrite ici, vous l'avez juste ici au-dessus, voilà. La réaction gamma donne alpha plus la phase alpha et de la cémentite, donc le carbure de fer. D'accord? Qui est le truc en dessous par refroidissement. Ensuite, vous pouvez barrer pour rappel le tectoïde. Ensuite, si on étudie, si on considère, j'ai pris un exemple, voilà, pour illustrer. Si on prend une fonte à 3% en masse de carbone, donc 3% en masse de carbone, vous tracez votre verticale. Vous êtes d'accord? On trace la verticale à 3% ici en carbone. Vous tracez une verticale et vous allez jusqu'en haut. D'accord? C'est bon pour vous? Oui. Je trace ma verticale. Et, par exemple, si on vous donnait par exemple dans un exercice le diagramme ici fer-carbone complet, par contre, avec toutes les informations, et que l'on vous dit placez-vous à une fonte contenant 3% de carbone, eh ben, vous prenez votre règle, vous prenez un stylo rouge ou quoi que ce soit, un feutre rouge, et vous tracez une grande verticale qui va couper tout votre diagramme. D'accord? Vous tracez votre diagramme, vous tracez vos 3% jusqu'en haut. Et c'est ce que là, on va étudier à différentes températures. Donc, c'est ce que j'ai écrit en page 57. Vous tracez une ligne verticale démarrant dans la partie liquide, d'accord, ici, et qui va se terminer sur l'axe des abscisses à 3%. Donc, on descend. Ou vous montez comme vous voulez, ça revient strictement au même. Mais généralement, quand on étudie un diagramme de phase, on va aller de la partie liquide, de la phase liquide à la phase solide. Parce qu'en fait, on va étudier principalement le refroidissement de votre alliage. Ce qui nous intéresse, c'est plus le refroidissement que le chauffage. D'accord? Donc, généralement, on va démarrer de la température la plus élevée et on va aller jusqu'à la température la plus basse. C'est OK pour vous? OK. OK. Donc, de la plus élevée à la plus basse. Et c'est comme ça qu'on l'étudie. Alors, à température la plus élevée,
Donc, il y a démarrage de quand on est à une température la plus élevée, donc dans la phase liquide, et qu'on est à 3% ici, il va y avoir démarrage de la solidification avec formation de cristaux d'austénite, d'accord? On va observer une homogénéisation rapide par diffusion des phases liquides et solides grâce à la température relativement élevée. Donc là, ici, le liquide, on baisse et on va commencer, en se rapprochant du liquidus ici, on va se rapprocher on va démarrer la solidification. Donc là, à une température avec c'est ce que j'ai mis à la température la plus élevée, on a la phase, on va avoir formation des cristaux donc de la phase austénite. Donc austénite plus de liquide, on va toujours avoir du liquide, d'accord, une phase liquide, et on va avoir des cristaux de la phase gamma qui vont apparaître. Donc là, à 3%, je descends. Donc j'ai ma phase liquide à température élevée. Ensuite, je coupe mon liquidus et j'entre dans la phase où on a du liquide, phase liquide, et des cristaux d'austénite qui sont ici. Je continue à descendre et là, je vais arriver à l'isotherme 1147 degrés. À 1147 degrés, on va se placer, mais alors tout au-dessus. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'écrire avec le plus le petit epsilon que vous voyez à température 1147 plus epsilon. Le plus epsilon, ça représente 0,5 ou 0,6 degrés. C'est juste au-dessus de 1147. On n'est pas encore à 1147 degrés. C'est ça que signifie le petit epsilon. C'est bon pour vous? Oui. On est juste au-dessus de la température de 1147 degrés C. Le petit epsilon correspond aux quelques degrés au-dessus. Donc, admettons 0,5, 0,6. Vous pouvez voir ici qu'on a un alliage qui est biphasé, composé d'austénite et de liquide. Alors, il est composé d'austénite, ici, contenant 2,14% en carbone, et une phase liquide, parce que le liquidus, il va jusqu'ici, et une phase liquide à 4,3%. On peut déterminer la fraction en austénite à l'intérieur, et c'est 4,3% moins les 3%, vu qu'on est à 3% en carbone, divisé par 4,3%, divisé par 2,14, et on a 0,6 pour notre fraction en austénite. Lorsque vous êtes à 1147, quand vous êtes sur l'isotherme à 1147, on est ici à la température de l'eutectique, parce que l'eutectique, il est ici, c'est sa température à lui. Vous êtes d'accord? À 4,3%, on a dit qu'il y avait le point eutectique, et on a son isotherme ici en bleu, d'accord, à 1147. Donc, c'est sa température à lui, la température de l'eutectique. Il y a alors transformation du liquide en un agrégat eutectique qui va être ici de l'édéburite, d'accord? C'est-à-dire, et on va avoir à l'intérieur la présence d'îlots d'austénite et insérés dans une matrice de sémantite. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc ici, je vais essayer de faire ça ici. Vous avez ça ici, austénite plus sémantite. Et ici, mince, sémantite plus l'eutectique. D'accord? On a plein de petites choses à l'intérieur. Donc, on a une phase avec des agrégats. Donc, l'eutectique qui est ici est appelée l'édéburite. D'accord? Et la l'édéburite, elle contient de l'austénite plus de la sémantite, sachant qu'on est déjà dans une matrice de sémantite, mais elle en contient également. Donc, c'est des îlots à l'intérieur d'une grande matrice.
Entre 1147 degrés et 727 degrés, on peut observer donc on descend toujours, on est dans toute cette partie ici. On a la formation d'une sémantite qui est dite pro-eutectoïde. Donc, ça signifie qu'on est en composition, on est juste avant ou antérieur à l'eutectoïde. Donc, on a toujours de l'osténite également. Donc, l'osténite qui est ici. Voilà. Mais appauvri. D'accord? Vu que là, on a ici, on est dans cette zone, on est en descendant, on se rapproche des 727 degrés. Et en se rapprochant des 727 degrés, on peut voir que la composition, elle est différente. Donc, on passe de 2,14% à 0,76%. Donc, on appauvrit en carbone. D'accord? C'est bon pour vous? Oui? Oui. Vous voyez bien qu'on passe de 2,14% à 0,76% en carbone. Donc, on appauvrit bien notre phase en carbone. Quand on est juste au-dessus de 727, donc 727 plus epsilon, la fraction maxique en austénite elle diminue et elle est de l'ordre de 0,37. Donc, il y a un calcul, vous pouvez faire le calcul. 4,3 moins 3, donc parce qu'on est à 3% en fonte, c'est ce qu'on avait dit, divisé par 4,3%, parce que c'est notre tectoïde, moins les 0,76%. Avant, on avait fait divisé par 0, on avait utilisé les 2,14%, et vous voyez bien qu'on appauvrit parce qu'on passe de 0,6 à 0,37. À 727, voilà, et 727 degrés, quand on continue à 3%, on arrive dans une zone où on a de la sémantite, de la perlite et de l'eutectique. La perlite, c'est votre mélange, la perlite, c'est un eutectique qui contient de l'alpha, donc du fer alpha, et du carbure de fer. D'accord? On a toujours de la sémantite, on a toujours un peu d'osténite également. D'accord? Et à la température ambiante, donc bien en dessous, nous avons ici une fonte blanche qui sera constituée d'une matrice de sémantite, donc de l'eutectique et pro-eutectoïde et des blocs de perlite. Mais ce n'est pas forcément bien représenté. C'est bon? Oui. Alors, il reste... Je vais continuer. Pour rappel, donc sur les aciers inoxydables, ce sont des alliages dont... Je vais juste mettre la page. On verra des exercices sur les diagrammes. Ça sera peut-être plus clair dans les exercices en TD. Les aciers inoxydables sont des alliages dont l'élément de base est le fer, donc comme on l'a vu au tout début, et auxquels on ajoute du chrome dans des proportions supérieures ou égales à 11% en masse. L'ajout de chrome, qui permet d'augmenter la résistance de ces aciers à la corrosion, et le chrome est appelé un élément alphagène. Alors, un élément alphagène, c'est un élément qui, lorsqu'il est ajouté, il va provoquer la déstabilisation de l'austénite, donc l'austénite, le fer gamma, au profit de la ferrite, alpha. Et à l'inverse, il existe des éléments dits gammagènes, tels que le manganèse, par exemple, le nickel ou le cuivre, qui auront, eux, tendance à provoquer l'augmentation de la stabilité de l'austénite. Certains aciers inoxydables ont la capacité de résister à la corrosion dans des conditions encore plus hostiles, c'est-à-dire à des températures supérieures ou égales à 1000 degrés C et dans des milieux plus rigoureux. Et ces aciers un peu particuliers sont utilisés dans les centrales nucléaires, dans les aéronefs un peu particuliers, donc pour l'armée généralement, pour les fusées, et pour les missiles ou pour les turbines à gaz. Il existe chez les aciers inoxydables, il existe 3 familles
principales, trois grandes familles d'aciers inoxydables. Il y a les aciers inoxydables martensitiques, les aciers inoxydables ferritiques et les aciers inoxydables austénitiques. Et comme son nom l'indique, ferritique, il va y avoir de la ferrite. Austénitique, il va y avoir de l'austénite. Alors, dans les aciers inoxydables martensitiques, alors afin d'éclaircir ce terme, il faut savoir que la martensite, c'est une phase qui est métastable des aciers. Plus exactement, la martensite est une solution solide. Donc, c'est une phase, pour rappel, une solution solide, c'est une phase homogène contenant deux ou plusieurs espèces chimiques. Elle va être sursaturée en carbone. C'est une solution solide sursaturée en carbone dans la ferrite. Et la martensite, qui est donc une phase métastable, elle va conserver à température ambiante la structure qu'elle a obtenue à haute température lors d'une trempe. Et on obtient ainsi un acier trempé d'une excellente dureté. Alors, quelques définitions. Une phase métastable. Ce terme métastable qualifie une phase. Alors, il manque une phase. Ce terme métastable qualifie une phase qui, en théorie, n'est pas stable, mais qui paraît telle en raison, donc ça veut dire qui paraît stable, en raison d'une vitesse de transformation qui est très faible. Par exemple, si je prends l'exemple du diamant, le diamant, donc le carbone diamant, c'est une phase métastable du carbone à température ambiante. Vous pouvez voir qu'il ne bouge pas. Vous avez l'impression qu'il ne bouge pas, votre diamant, mais en réalité, il se transforme à une vitesse extrêmement lente, qui est inobservable à l'œil nu. Il va se transformer en graphite. D'accord ? En revanche, l'augmentation de la température, donc supérieure à des milliers de degrés, provoque l'accélération de cette transformation. Mais si vous laissez un diamant comme ça, c'est très très lent, mais il se transforme. Donc ça, c'est ce type de phase métastable. La trempe, c'est un traitement thermique qui consiste en le chauffage d'un métal à une température conduisant à un changement de phase ou à la diffusion de composés chimiques en solution. Ce traitement doit être effectué le temps nécessaire à la transformation de toute la masse chauffée. Et ce traitement est ensuite suivi d'un refroidissement dont la vitesse est primordiale afin d'emprisonner les éléments chimiques qui se sont diffusés dans le solide cristallin. Et ce sont des éléments chimiques emprisonnés. Ce sont les éléments chimiques emprisonnés qui donneront les caractéristiques techniques désirées aux aciers préparés. Donc, vite fait, les aciers inoxydables martensitiques sont des aciers inoxydables qui pourront être austénitisés, c'est-à-dire transformation de la structure cristallographique de l'acier inoxydable en austénite, à haute température, suivie d'une transformation, donc une transformation martensitique. L'austénite obtenue à haute température va se transformer en martensite par refroidissement rapide. D'accord ? Donc, ces aciers inoxydables possèdent une teneur en chrome qui est inférieure ou égale à 17%, et la teneur en carbone, elle ne dépassera pas les 1,1%. Les aciers inoxydables ferritiques, ce sont des aciers dont la teneur en carbone est faible, on est en dessous des 0,08%, mais dont la teneur en chrome peut varier entre 12 et 30% de chrome. Donc on a beaucoup de chrome à l'intérieur. Et dans tout cet intervalle de teneur en chrome, les aciers conserveront une structure dite ferritique, donc une structure de type cubique centré, et à toutes les températures jusqu'à leur température de fusion. Donc là, on aura de l'ambiante jusqu'à la température de fusion, on aura des composés de type cubique centré pour ces alliages-là. Et les aciers inoxydables austénitiques, ce sont des aciers inoxydables qui conserveront une structure austénitique, donc de type cubique face centrée pour l'austénite, grâce à l'ajout d'éléments dits gammagènes. Donc on a vu la définition gammagène, pour rappel, qui vont stabiliser l'austénite. On ajoutera du nickel et on fera attention aux teneurs en chrome, nickel et carbone. Et ces aciers pourront conserver leur structure
même à des températures qui sont inférieures à la température ambiante. D'accord? Et juste pour terminer, je vous ai présenté quelques compositions d'acier. J'en ai pris un exemple pour chaque. Donc l'acier inoxydable martensitique, on va avoir tout le reste, c'est du fer. D'accord? Donc c'est du fer plus 0,7% de carbone, 17% de chrome, 0,75% de molybdène et 1% de manganèse. Eh ben, cet alliage-là sera utilisé pour les outils chirurgicaux et la coutellerie. Les aciers inoxydables ferritiques, donc contenant du fer, 0% de carbone, 0,20% de carbone, 25% de chrome et 1,5% de manganèse, ces composés-là seront utilisés pour des moules pour le verre, donc dans lequel on viendra mettre du verre fondu et pour faire des verres ou toute pièce en verre. On pourra faire des chambres de combustion et des soupapes parce qu'ils résisteront bien à haute température. Et les aciers inoxydables austénitiques, donc du fer plus 0,08% de carbone, 19% de chrome, 9% de nickel et 2% de manganèse. Là, on va avoir des alliages qui seront utilisés comme réservoir cryogénique et pour utiliser en appareillage chimique pour la transformation des produits alimentaires. Donc, eux seront assez neutres au niveau biologique et surtout qui résisteront bien à des températures très très froides. D'accord? Nous verrons dans les 2 prochains jours les céramiques. D'accord? Le reste du cours. C'est bon pour vous? Parfait. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain, à la même Merci heure. beaucoup. Au revoir. Belle soirée, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.